Bonjour à toutes et à tous. On vous remercie, bienvenue dans ce webinaire qui est dédié au brûlage des déchets verts, un enjeu pour la qualité de l'air et la santé. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation, donc au nom de l'APPA et l'ensemble des partenaires et des conférenciers de cette session. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Florent Celli, je suis maître de conférence en santé-environnement au sein de l'Université de Lille. Je suis bénévole à l'APPA et je suis vice-président du comité Hauts-de-France de l'APPA. Alors, pour ce webinaire en matière de fonctionnement, donc on est sur un outil Zoom. Vous aurez donc la possibilité de visualiser les supports de présentation et d'entendre nos différents conférenciers. Et vous avez la possibilité d'interagir avec nous en posant vos questions sur le chat qui s'appelle Converser, donc qui est un outil disponible sur Zoom. Donc, tout au long des présentations, vous aurez la possibilité de poser vos différentes questions. Nous avons nos deux organisatrices, Camille et Sarah, qui vont se charger de synthétiser l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas non plus à faire remonter des petits problèmes techniques de son, d'image, etc. Si vous en avez, elles vont aussi suivre et vous répondre au fur et à mesure sur le chat. Donc, on aura un temps dédié aux différentes discussions. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique, APPA. Donc, c'est une association scientifique qui a aujourd'hui plus de 60 ans. C'est une association nationale, mais qui est aussi répartie sur l'ensemble des régions de France avec des comités régionaux. Cette association bénéficie d'un réseau national de bénévoles qui sont spécialistes dans les différents domaines de la qualité de l'air et de la santé. Et elle est aussi composée d'une équipe d'une vingtaine de salariés répartis sur les différentes régions. Alors la PPA se mobilise sur les questions relatives à la qualité de l'air, non seulement l'air extérieur, mais aussi l'air intérieur. Et donc dans une logique de promotion de la santé, les principales missions de la PPA sont de participer à l'amélioration des connaissances en accompagnant par exemple des projets de recherche, notamment par des actions de coordination ou de veille scientifique, et aussi de diffuser toutes les connaissances scientifiques dans le domaine de la qualité de l'air et de la santé. Ces connaissances sont diffusées vers l'ensemble des acteurs, qu'ils soient décideurs politiques, institutions publiques, des collectivités, des entreprises ou alors des professionnels de santé, mais également auprès du grand public, notamment par des actions d'animation. Et donc aujourd'hui, avec le soutien de l'ADEME, de l'ADREAL et de l'ARS, nous vous proposons une session d'information sur le brûlage des déchets verts. Alors, cette session va être organisée de cette manière. Dans un premier temps, je vous présenterai les différents enjeux sanitaires de la qualité de l'air. Ensuite, nous aurons Christophe Raoul, qui est chargé de mission qualité de l'air à la DREAL Hauts-de-France, qui vous fera un rappel de la réglementation et qui vous présentera une étude préalable à la mise en place d'alternatives au brûlage des déchets verts dans le PPA de Creil. Et ensuite, nous bénéficierons de deux retours d'expérience. Le premier par Céline Mertens, qui est chef de pôle déchets et développement durable au sein de la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois sur la mise en place d'un broyeur mobile. Et le deuxième retour d'expérience par Maude Mallier, qui est responsable du service environnement à la communauté de communes de l'aire cantilienne, sur la mise en place d'une subvention pour l'achat d'un broyeur à destination des particuliers. Et finalement, une conclusion sera proposée par François Boileux, qui est animateur énergie renouvelable, qualité de l'air et adaptation au changement climatique à l'ADEME. Voilà, on terminera ce webinaire par une session d'échange à travers vos différentes questions que, je rappelle, vous avez l'occasion de poser au fur et à mesure sur l'outil de chat. Alors, concernant le premier thème sur les enjeux sanitaires de la qualité de l'air. Avant de parler des impacts sanitaires sur la qualité de l'air, je trouve qu'il est important de rappeler cette notion importante de risque sanitaire. Donc effectivement, pour évaluer les impacts sanitaires de la qualité de l'air, on va essayer d'évaluer les risques. Et il ne faut pas oublier que le risque est une notion qui représente la probabilité d'apparition d'un effet sanitaire. Et cette probabilité dépend de deux choses fondamentales. Déjà, la présence d'un danger, qui ici va être un polluant atmosphérique, par exemple, et aussi le fait d'être exposé à ce polluant atmosphérique.
Alors pour résumer tout ça, je vais utiliser l'exemple de la qualité de l'air et de ses impacts sanitaires pour vous montrer qu'en fait, il existe beaucoup de facteurs qui vont rentrer en jeu avant qu'on puisse évaluer un impact sanitaire. Le premier de ces facteurs, c'est bien entendu les pollutions en elles-mêmes. Ces pollutions peuvent avoir des origines complètement différentes, naturelles ou anthropiques. On fera un focus là-dessus par la suite. Elles peuvent être de sources différentes, des activités industrielles, des transports, etc. Elles peuvent être générées dans des lieux différents, à l'intérieur, à l'extérieur, et dans le cadre d'activités différentes comme le travail ou les loisirs. Ensuite, le risque sanitaire va dépendre aussi des agents auxquels nous allons être exposés. Ces agents peuvent être de différentes natures, à la fois qu'elles soient biologiques, chimiques ou physiques, et ça va dépendre aussi des voies d'exposition et des médias d'exposition. On sait que la principale voie d'exposition à la pollution de l'air, c'est l'inhalation d'atmosphère, mais on peut également être exposé via l'ingestion, par exemple d'eau ou d'aliments qui ont été contaminés. On peut rentrer en contact avec des médias qui ont été également contaminés par des polluants atmosphériques. Et finalement, le risque va aussi dépendre de nous-mêmes, de la cible, donc l'être humain, qui va être différent. Donc chacun d'entre nous est différent de par ses caractéristiques telles que l'âge, le sexe, ou alors sa propre sensibilité. Si vous êtes plus fragile, si vous développez déjà des pathologies chroniques qui peuvent être accentuées par une exposition à la pollution de l'air, vous allez réagir différemment et donc les risques vont être modifiés. Ça va aussi être influencé par nos différents comportements. Le premier exemple qui nous vient à l'esprit en termes de pollution de l'air, c'est le tabagisme. Et donc aussi en fonction de nos habitudes de vie, donc nos modes de déplacement, les différents lieux dans lesquels on va se déplacer, etc. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, évaluer les impacts sanitaires de la qualité de l'air, c'est quelque chose qui est assez difficile. C'est pour ça on a des chiffres, mais ils sont assez critiquables, ils ne sont pas tout à fait fiables encore aujourd'hui, même si on est, on est quasi certain que la pollution de l'air a des effets sanitaires. Et c'est donc toutes ces études, tous ces chiffres que vous voyez sortir sont issus de différentes sciences qui allient la chimie, l'écologie, l'expologie, la toxicologie ou encore l'épidémiologie. Alors si on reprend depuis le début, on peut voir sur ce schéma qui est très connu, qui a été produit dans le cadre des Journées nationales de la qualité de l'air en 2019 et qui synthétise presque l'ensemble des sources potentielles d'émissions en polluants atmosphériques. On voit qu'on a de multiples possibilités d'action, notamment sur la réduction des émissions de ces polluants atmosphériques. Et si vous regardez en bas à gauche de ce schéma, vous voyez que les déchets verts sont bien identifiés, notamment le brûlage des déchets verts, donc ça va être le sujet dont on va parler aujourd'hui. Alors, pour encore évoquer la difficulté d'évaluer les impacts sanitaires de la pollution de l'air, il faut aussi avoir conscience qu'un polluant qui va être rejeté à partir d'une source va avoir des comportements très différents en fonction du type de polluant. Ces polluants peuvent se déplacer dans l'environnement en fonction des vents dominants, donc ils peuvent se retrouver à des courtes distances ou alors à de très longues distances. Ils peuvent retomber au sol sous l'effet de pluie, par exemple, ou alors ils peuvent réagir avec d'autres polluants dans l'atmosphère sous l'effet du soleil, de la chaleur, de l'eau, et ces réactions physico-chimiques peuvent produire, par exemple, peuvent engendrer la formation de polluants secondaires comme l'ozone ou encore les particules. Donc ça, pour vous dire qu'effectivement, cette variation de la pollution de l'air dans l'espace et dans le temps va être dépendante de la nature des polluants. Tous les polluants ne réagissent pas de la même manière. Ça va être dépendant des conditions météorologiques et climatiques. Et ça va être aussi dépendant du caractère transfrontalier de la pollution de l'air. On sait bien qu'aujourd'hui, l'air qu'on respire peut provenir, enfin les polluants de l'air qu'on respire aujourd'hui, là où on est, peuvent provenir de loin, voire de très très loin. Et le dernier exemple en date que j'ai en tête, c'est lié aux incendies de Californie ces dernières semaines. On a observé dans la région nord de l'Europe des fumées qui sont issues de ces incendies. Donc les courants atmosphériques ont apporté ces fumées jusque dans la partie nord de la France notamment. Alors, les voies d'exposition à la pollution de l'air sont aujourd'hui assez identifiées. La principale voie d'exposition, c'est bien sûr la voie respiratoire. On sait qu'on respire environ 15 000 litres d'air par jour pour un adulte en bonne santé. Donc, ça représente 10 000 bouteilles d'eau d'1,5 litre, si vous voulez vous faire une idée du volume. Cette exposition est la principale voie d'exposition, et donc c'est une exposition qui est majoritairement subie. On ne choisit pas l'air qu'on respire, on ne choisit pas les polluants qu'on respire dans l'atmosphère qu'on respire, donc c'est quelque chose sur lequel c'est
c'est quelque chose sur lequel on a des difficultés d'agir aujourd'hui. Alors, il existe d'autres voies d'exposition. La voie digestive est aussi reconnue, notamment par l'ingestion d'aliments contaminés par des polluants atmosphériques. Et on sait aussi que la voie cutanée peut être une potentielle voie d'exposition, mais on a encore des difficultés aujourd'hui à évaluer la quantité, à caractériser cette voie d'exposition. Il ne faut pas non plus oublier que cette exposition, cette pollution atmosphérique est souvent invisible. Quand vous regardez l'air qui vous entoure, vous ne voyez pas cette pollution. Ou alors c'est que les polluants sont très grossiers, notamment les particules très grossières. Mais c'est très rare de voir la pollution de l'air. Donc c'est souvent quelque chose d'invisible, qu'on ne détecte pas. Et en plus de ça, l'air que vous respirez est composé de multiples polluants qui sont souvent retrouvés à de faibles doses, voire très faibles doses. Mais ces polluants sont en mélange. Et c'est là où ça devient compliqué pour les scientifiques d'évaluer les impacts sanitaires de la qualité de l'air parce qu'on évalue la plupart du temps une exposition à un polluant et c'est difficile d'évaluer l'exposition à un mélange de polluants. Alors, on essaie de travailler sur ce sujet-là justement et je vous montre ici un exemple d'étude. Donc, c'est une étude que l'on vient de publier. Dans cette étude, on a utilisé différentes sources de données qui permettent de caractériser le niveau de pollution atmosphérique sur la métropole européenne de Lille. Donc, on a utilisé des données d'Atmo, par exemple les modèles PM10 et NO2. Et on a aussi utilisé des données qu'on a générées nous-mêmes au sein du laboratoire qui caractérisent la contamination par différents éléments traces métalliques, qui caractérise aussi le niveau d'eutrophisation du milieu ou le niveau d'empoussièrement du milieu. Et toutes ces données, tous ces types de polluants, on les a agrégés au sein d'un score qui s'appelle le score environnemental. Alors plus ce score est élevé, plus la couleur est foncée sur la carte, plus le niveau de pollution est important pour l'ensemble des polluants. Donc la population est exposée à un cocktail de polluants à des concentrations plus élevées. Donc on voit sur la carte que ça suit plutôt bien les principaux axes routiers sur la métropole lilloise qui sont tracés en blanc ici et que ça suit aussi plutôt bien la densité de population puisque c'est au sein de la ville de Lille, au centre de la carte, que sont retrouvées principalement les zones les plus contaminées. Alors, est-ce que cette exposition à de multiples composés atmosphériques est susceptible d'engendrer des effets sanitaires? Pour ça, on a essayé d'étudier les liens avec l'incidence de maladies cardiovasculaires. Il s'agissait en réalité de données de maladies coronariennes comme l'infarctus du myocarde à partir d'un registre qui s'appelle MONICA. Et donc, on a cartographié l'incidence de ces maladies coronariennes sur la métropole lilloise. Alors, l'échelle que vous voyez ici, c'est l'échelle des IRIS, c'est une échelle infracommunale. L'indicateur qui est représenté ici est un indicateur d'incidence. Quand il tend vers le rouge et qu'il est supérieur à 1, il indique une surincidence. Donc, on a plus de cas de maladies coronariennes par rapport à ce qu'on attendrait dans la normale. Et quand vous êtes dans le bleu, c'est qu'on a de la sous-incidence, donc moins de cas par rapport à ce qu'on attendrait dans la normale. Alors déjà, d'un point de vue visuel, on voit que ces deux cartes ont tendance à se superposer. On a pu étudier d'un point de vue statistique la relation entre ces deux informations. Ici, je vous montre un résultat qui représente le risque de développer la maladie en fonction des différents types de quartiers plus ou moins exposés à la pollution atmosphérique. Donc vous avez trois tertiles qui sont représentés sur les lignes. En fait, les trois tertiles correspondent aux trois couleurs de la carte verte. Le premier, c'est la couleur la plus claire, donc c'est les populations les moins exposées. Le dernier, la couleur la plus foncée, les populations les plus exposées. Et on voit ici que pour les populations les plus exposées, on a une augmentation de risque de 13% par rapport aux populations les moins exposées. Donc effectivement, il y a un impact de la pollution de l'air globale sur les maladies cardiovasculaires. Alors, on a aussi fait le test de regarder la relation polluant par polluant avec ces maladies cardiovasculaires et on a bien remarqué que le risque est plus élevé lorsqu'on considère les polluants en mélange que lorsqu'on considère les polluants pris individuellement. Donc, ça montre bien l'importance de considérer le cocktail de polluants dans nos études en santé environnement. Alors, si je fais un focus maintenant sur les différents impacts sanitaires que peut avoir la pollution de l'air, on a une première catégorie d'impact, des effets qui peuvent être directs, notamment sur le système respiratoire. C'est le premier organe qui va être touché parce que ça correspond à la principale voie d'exposition, l'inhalation de polluants atmosphériques. Alors, les premiers effets vont être bien sûr liés à l'irritation.
donc qui peuvent engendrer des toux, des essoufflements ou alors des asthmes plutôt chroniques. Et donc, l'effet général, ça va être une inflammation des tissus de l'ensemble de ces systèmes respiratoires. Pour les personnes qui sont déjà fragiles d'un point de vue respiratoire, qui sont potentiellement qui ont des maladies chroniques, on peut avoir une aggravation de ces maladies chroniques. Et on peut avoir aussi des effets de favorisation des infections respiratoires. Aujourd'hui, il existe une hypothèse liée au Covid sur le fait que les populations qui sont exposées de manière chronique à des concentrations plus importantes de polluants atmosphériques seraient plus susceptibles de développer des formes graves de Covid. Alors, ça reste une hypothèse, hein, il y a encore besoin de vérifier tout ça, mais c'est une hypothèse qui est aujourd'hui plausible. En plus de ces effets directs, on peut avoir des effets qu'on appelle systémiques, c'est-à-dire que les polluants que l'on respire ou alors que l'on va ingérer peuvent passer la barrière sanguine. Alors, ils vont passer la barrière sanguine soit par les bronches et les alvéoles pulmonaires pour passer dans les vaisseaux sanguins, soit par le tube digestif quand on a ingéré des aliments qui sont contaminés. Donc, une fois que ces polluants ont passé la barrière sanguine, ils peuvent avoir une toxicité cardiovasculaire. Donc, avec une toxicité vasculaire et aussi une toxicité cardiaque. Ça montre bien l'exemple que je vous présentais juste avant sur les maladies cardiovasculaires. On a des impacts qui sont liés à un stress oxydant, notamment au niveau des vaisseaux sanguins, etc. Mais ce n'est pas seulement le système cardiovasculaire qui peut être touché, puisqu'une fois qu'un polluant va se retrouver dans le système sanguin, potentiellement, il peut aller toucher n'importe quel organe du corps humain. Donc, on sait que la pollution de l'air peut avoir des effets sur le cerveau, sur le foie, sur les reins, etc. Alors, en termes de poids sur la santé publique, ici, ce qui est le polluant qui est très étudié, c'est les particules PM2,5, les particules fines. Je vous montre les résultats de deux grandes études qui sont aussi aujourd'hui reconnues à l'échelle internationale. C'est des équipes allemandes qui ont publié des résultats sur les impacts de la pollution de l'air au sein du monde et de l'Europe. Donc, en termes de mortalité prématurée, donc mortalité avant 65 ans, on estime qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a 8,8 millions de décès prématurés par an. À l'échelle mondiale, ça représente quand même la première cause de mortalité. C'est devant le tabac, devant les violences et devant les maladies transmissibles. En Europe, ça représente 790 000 décès par an et en France, 67 000 décès par an. Donc en France, on estime que la pollution de l'air représente la deuxième cause de mortalité derrière le tabac, mais devant l'alcool. Ça représente 9% des décès totaux en France. Donc pour vous faire une idée du chiffre, c'est environ 103 décès sur 100 000 décès qui seraient liés à la pollution de l'air. Alors sur le graphique de droite, vous pouvez voir quelle est aussi l'origine de ces décès. Principalement, ces décès sont liés à des maladies cardiovasculaires. C'est sur la partie droite du graphique. Ça représente environ 48% des décès du fait d'une exposition à la pollution de l'air. On a aussi des décès qui sont liés aux maladies respiratoires. C'est la partie haute du graphique avec les pneumonies, les bronchopneumopathies chroniques obstructives et les cancers du poumon. Et on a aussi toute une catégorie de décès qui seraient liés à des pathologies chroniques non transmissibles. Le meilleur exemple, c'est le diabète. Vous avez aussi des impacts qui sont liés à la qualité de vie et à l'espérance de vie. Donc, on peut chiffrer ces résultats en termes d'espérance de vie. Donc, on estime, par exemple, dans le monde, que la pollution de l'air est à l'origine d'une perte de 2,9 années à 30 ans. En Europe, c'est 2,2 et en France, c'est 1,6 années perdues à 30 ans. L'ensemble de ces poids sur la santé publique a aussi un coût économique. Aujourd'hui, la pollution de l'air représente environ 100 milliards de dépenses, de coûts, par an en France, ce qui représente environ 1 300 € par habitant. Alors, ces coûts considèrent non seulement les décès prématurés et la perte d'espérance de vie, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on va considérer aussi le bien-être, donc l'espérance de vie en bonne santé, la productivité, l'absentéisme, les arrêts maladie, les invalidités ou encore les hospitalisations qui sont liées à la pollution de l'air. Et il ne faut pas oublier que tous ces chiffres sont mesurés principalement à partir d'un seul polluant, qui sont les PM2,5. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quels sont les chiffres qui peuvent être estimés quand on prend en compte le mélange de polluants. Alors les PM2,5 représentent l'un des polluants les plus toxiques, les plus dangereux pour la santé, mais ce n'est pas le seul. Aujourd'hui, on peut estimer que ces chiffres pourraient être encore plus élevés si on considérait le mélange de polluants auquel on est exposé.
il faut aussi avoir l'idée que la pollution de l'air est extrêmement liée au changement climatique. Avec le réchauffement climatique, on va avoir une augmentation des concentrations en ozone et aussi en particules, qui sont les polluants secondaires, qui sont générés principalement dans les pics de chaleur. On l'a bien vu pendant cette période estivale. Et donc, on peut aussi se poser la question de l'évolution temporelle de ces chiffres liés au changement climatique. Alors, un peu de note positive quand même pour finir cette présentation. J'ai réservé quelques diapos pour vous présenter les bénéfices sanitaires qu'on peut observer quand on va chercher à améliorer la qualité de l'air par différentes actions. Je vous montre une première étude ici qui a été menée sur des scénarios de réduction des émissions de PM2,5 qui seraient techniquement réalisables. Donc, ces chercheurs ont construit un modèle qui permet d'évaluer la réduction des émissions de PM2,5 en 2030 par rapport aux concentrations observées en 2010. Et si on réduit ces concentrations de 50%, on observerait un effet important au niveau des décès prématurés avec une baisse de plus de 200 000 décès liés aux maladies cardiovasculaires et de plus de 100 000 décès liés aux maladies respiratoires. Un deuxième exemple que vous connaissez peut-être, c'est une publication qui a été proposée par Santé publique France en 2016, qui a essayé de chiffrer le gain moyen d'espérance de vie à 30 ans si on essayait de réduire les concentrations toujours au PM2,5 en dessous des valeurs seuil proposées par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, si on respectait ces valeurs seuil, on aurait des gains d'espérance de vie qui seraient, pour les zones les plus contaminées, entre 18 et 33 mois, ce qui est assez énorme. Et finalement, une dernière étude qui parle aussi pas mal, c'est plutôt des effets mesurés à court terme. C'est une étude qui a été réalisée pendant les Jeux olympiques de Pékin en 2008. Juste avant les Jeux olympiques, qui sont la partie gauche de ce graphique, on observait des niveaux de concentration en polluants qui étaient très importants. Et donc, pour réduire les concentrations en polluants sur la ville de Pékin pendant les JO, les administrations ont imposé, notamment aux activités industrielles, une réduction d'activité. Parfois, certaines industries ont même fermé. Vous voyez, c'est représenté par les différents points jaunes sur le graphique. Et donc, on observe sur la partie droite des niveaux de concentration qui sont inférieurs au seuil réglementaire pendant la période des JO. Tout ça a eu des conséquences également sanitaires, puisque plusieurs études épidémiologiques ont été menées sur la base de ces effets-là, et ont montré une baisse, par exemple, de 8% de la mortalité par maladie cardiovasculaire pendant les JO et pendant les quelques jours qui ont suivi les JO, et également une baisse de 50% des visites aux urgences pour crise. Donc là, ça peut vous montrer les bénéfices que l'on peut avoir de prise de décision en faveur de la qualité de l'air. Voilà, je vous remercie de votre attention pour cette présentation. Je vais maintenant passer la parole à Christophe Raoul pour le rappel de la réglementation. Bien, bonjour à tous, donc Christophe Raoul, chargé de mission à la DREAL Hauts-de-France. Je vais vous parler de deux points ce matin dans ce webinaire. Tout d'abord, je vais faire un petit rappel de la réglementation sur le brûlage des déchets verts, laquelle réglementation a évolué au début de l'année 2020. Et dans un deuxième temps, je vous présenterai une expérimentation qu'on a mise en place dans le cadre du plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération de Creil. D'abord, la réglementation française sur le brûlage. Donc, le brûlage des déchets verts par les particuliers est interdit via tous les règlements sanitaires départementaux. Alors, dans le règlement sanitaire départemental type, c'est l'article 84 qui interdit le brûlage, et cet article prévoit malgré tout la possibilité de dérogation dans des circonstances particulières, comme des plantes invasives ou des contraintes techniques trop importantes pour évacuer les déchets dans des bonnes conditions. Donc, ces dérogations-là peuvent être données, autorisées par le préfet, après avis de l'ARS. En revanche, lorsqu'on prend des mesures d'urgence quand on est en épisode de pollution, par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui et hier dans le Nord, en général, le préfet interdit toutes les dérogations parce qu'on ne va pas rajouter le brûlage des déchets verts à la pollution. Donc,
pratique du brûlage interdite par les règlements sanitaires départementaux. Et en cas de constat de brûlage par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire, donc les agents de police judiciaire, c'est par exemple les polices municipales, ça peut donner lieu, après instruction de la plainte par le procureur, à une amende qui peut aller jusqu'à 450 €. Voilà. Deuxième point qui a évolué au début d'année avec la loi de février 2020 sur l'économie circulaire. Cette loi dispose que le brûlage est complètement interdit. C'est-à-dire qu'elle vient un peu renforcer les dispositions des RSD type. Elle s'impose aux RSD type. Aujourd'hui, sauf en cas de plante invasive ou d'épiphytie, le brûlage, c'est une maladie des plantes qui risquerait de se transmettre à une maladie transmissible aux plantes. Et donc là, dans ce cas-là, on peut avoir une dérogation pour brûler. Mais en dehors de ces cas précis-là, on a interdiction de tout brûlage des déchets verts. Il va falloir que les règlements sanitaires départementaux s'adaptent aussi à cette contrainte législative. Autre point de nouveauté dans cette loi, c'est l'interdiction de la vente des incinérateurs de jardin. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. En général, c'est des sortes de poubelles métalliques. On dit que c'est des incinérateurs de jardin, mais ça brûle, mais ça ne filtre rien. Et donc, c'est la mise sur le marché et la vente de ces incinérateurs de jardin sont aujourd'hui interdits. Donc, je suis allé voir hier pour vérifier. Les grandes surfaces de bricolage françaises respectent cette interdiction. En revanche, sur un site bien connu, commerce en ligne, on peut encore trouver des incinérateurs de jardin, malheureusement. Sachant que ces incinérateurs-là sont vraiment une catastrophe pour tout ce qui est émission de polluants. Et dernier point que je voulais mettre en avant sur cette loi, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait un devis de travaux de jardinage, par exemple, qu'on soit un particulier ou une collectivité, le devis des travaux doit mentionner le coût de l'élimination des déchets verts et également les structures via lesquelles ces déchets verts vont être traités selon des filières autorisées. Donc ça c'est vraiment une nouveauté, parce qu'on avait un exemple en Pays de Loire assez récent d'un professionnel qui était intervenu dans un jardin et qui avait brûlé sur place les déchets verts. Et la gendarmerie, heureusement pour le professionnel, était passée par là et avait verbalisé qu'il n'était pas censé brûler bien sûr les déchets verts, il était censé les éliminer dans des filières qui sont prévues pour eux. Donc voilà un peu les nouveautés. Alors, juste, j'ai oublié de le préciser, mais la vente des incinérateurs de jardin, c'était une disposition qui était aussi prévue par le plan national de réduction des émissions des polluants atmosphériques. C'était vraiment un axe que le prépa mettait en avant pour limiter les émissions liées en tout cas au brûlage des déchets. Dernier point réglementaire, donc je vais parler des déchets verts des particuliers, des collectivités. Donc, on a compris que le brûlage est interdit et peut être sanctionné. En revanche, pour ce qui est des agriculteurs, les agriculteurs peuvent, s'ils ne demandent pas des aides dans le cadre de la politique agricole commune européenne, s'ils ne demandent pas des aides, ces agriculteurs-là peuvent, dans certaines conditions, brûler certains types de végétaux. Alors, on comprend que ça aura plus d'impact, mais on comprend aussi cette possibilité offerte de par les volumes en jeu. Tout ce qui est débroussaillage pour prévenir les risques incendies dans les Hauts-de-France, on est concerné. Et en revanche, on peut avoir l'autorisation dans des régions type méditerranéen, on peut avoir des autorisations de brûlage préventifs en fait, pour limiter les risques de propagation. Pour finir sur la réglementation, je vous ai mis en bas de la diapo les deux plaquettes qu'on a réalisées à l'ADREAL. Donc, il y en a une qui s'adresse plus aux activités, avec les procédures administratives qui vont bien et les références réglementaires. Une pour
pour les particuliers, qui rappelle l'impact dont a parlé Florent tout à l'heure, et les solutions aussi alternatives qui peuvent être mises en place. Donc, on rappelle notamment que brûler 50 kg de déchets verts, ça, en termes d'émissions de particules, c'est équivaut à faire 14 000 km en voiture. Donc, on voit bien que entre aller avec sa voiture, quand bien même elle est ancienne, quand bien même la déchetterie est assez loin, aller en voiture à la déchetterie, c'est quand même globalement bénéfique par rapport aux questions de particules plutôt que de brûler les déchets verts dans son jardin. En sachant que, bon, on verra aussi, on en parle tout à l'heure dans la partie Creil, mais quand on brûle, on crée des nuisances, bien sûr, pour les voisins qui subissent les nuisances, mais les premières personnes explosées, c'est ceux qui brûlent eux-mêmes. C'est elles qui ont le plus gros risque sanitaire par rapport à cette. Voilà pour le point réglementaire. Je vais passer maintenant à des études qu'on a mises en place, qui est encore en cours, qu'on n'a pas terminé. C'est une étude qu'on a voulu réaliser dans le cadre du plan de protection et qui visait à voir les possibilités de mise en place de solutions alternatives au brûlage des déchets verts sur le territoire du PPA. Cette étude avait plusieurs objectifs. Tout d'abord, objectiver la pratique du brûlage, puisqu'on s'est rendu compte dans les réunions préparatoires qu'on a menées avec la PPA et les collectivités en place, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines divergences entre les techniciens des collectivités. C'est-à-dire que certaines collectivités nous disaient oui, on voit très clairement qu'il y a du brûlage, on en croise régulièrement, et d'autres qui disaient non, moi ça fait 10-20 ans que je circule dans les rues de ma collectivité et je ne constate pas du tout cette pratique-là. Donc on a voulu déjà, à travers cette étude, essayer d'objectiver un peu la pratique du brûlage. On voulait également évaluer un peu les connaissances et la pratique du brûlage en tant que tel par les particuliers. Et dans un deuxième temps, donc la phase actuellement en cours, c'est de déterminer quelles seraient les solutions alternatives qu'on pourrait proposer aux particuliers pour limiter la pratique du brûlage. Cette étude exploratoire s'est déroulée sur 2 PCI, sur les 4 que compte le plan de protection de l'atmosphère de Creil, l'agglomération de Creil-Sud-Oise et la communauté de communes du pays d'Oise et d'Alette. Vous voyez sur ce graphique-là, on a les 2 EPCI et les communes avec au centre du territoire des collectivités assez densément peuplées, Creil-Nogent-sur-Oise, assez dense, et en périphérie des territoires beaucoup moins denses. Sur les deux EPCI, on a une collecte en porte-à-porte des déchets verts de mémoire, c'est de avril à octobre, à peu près. Et dans la plupart des communes ou des EPCI, on a eu la possibilité, enfin les particuliers ont eu la possibilité de mettre en place un composteur individuel, soit gratuitement, soit à un coût moindre via une aide de la collectivité. Sur le territoire de l'étude, on a 4 déchetteries et il faut savoir que tout le département de l'Oise est couvert par le CNDO, de l'Oise, qui est très actif sur le territoire, qui accompagne beaucoup les collectivités et qui peut faire de l'Oise un territoire zéro déchet, zéro gaspillage. Donc on a une volonté politique assez forte, assez marquée sur les territoires. Alors, qu'a donné cette étude sur les différentes pratiques? Donc on voit sur ce graphique, donc, je ne sais pas si ça va être bien à l'écran, en gris on a les zones urbaines et en vert clair on a les zones un peu plus rurales. On voit tout d'abord que le dépôt dans les bacs collecte de déchets verts en porte-à-porte, c'est la pratique publicité par les habitants du territoire étudié. On voit également que le compostage individuel, donc ça rejoint ce que je disais sur la mise à disposition de composteurs, est aussi assez pratiqué avec une forte proportion en secteur plus rural et également en secteur plus rural un recours aux déchetteries qui est assez fréquent avec
un tiers en moyenne sur le territoire des personnes qui se déplacent pour aller à la déchetterie. En revanche, on voit à l'extrême droite du graphique la pratique du brûlage en tant que telle assez peu pratiquée, puisqu'on est à 3% en milieu urbain et 2% en milieu rural. Donc, on a une pratique qui est finalement assez peu déclarée, sachant que on peut se dire qu'il y a peut-être aussi là un biais de déclaration, puisque on verra tout à l'heure, les gens savent que cette pratique globalement est interdite et assez peu favorable à l'environnement. Donc, on peut peut-être supposer un certain frein à déclarer le fait que on brûle allègrement ces déchets verts dans son jardin. Donc, sur le brûlage, donc comme je le disais tout à l'heure, on a à peu près 3%, ce qui représente 12 personnes, c'est pas énorme, statistique. On n'a pas une puissance phénoménale là-dessus. Donc, je ne l'ai pas dit, mais l'enquête, elle avait interrogé 441 et donc, on a sur ces 441 personnes, 12 qui répondent, qui déclarent brûler plus ou moins régulièrement leurs déchets verts, contre 9% au niveau national. On est quand même bien en deçà de que l'ADEME avait mis en évidence en 2008, avec des fréquences que vous voyez assez variables, d'une fois par an à plusieurs fois par mois, qu'une personne plusieurs fois par mois. En revanche, 6% des personnes interrogées se plaignent de leurs voisins, donc qui brûlent leurs déchets verts. Donc voilà. Déjà là, on voit qu'il y a un petit gap entre faire brûler et ceux qui se plaignent des voisins qui pourquoi les gens brûlent? Parce que c'est plus pratique, c'est du jardin, il n'y a pas de déplacement à prévoir. Pour les déchets trop volumineux, c'est vrai que parfois la déchetterie, en fonction de la voiture dont on dispose, c'est pas forcément très pratique. Par habitude, et puis pour alimenter le barbecue. Et plus gênant aussi, c'est que 17% des usagers qui pratiquent le brûlage déclarent brûler d'autres types de déchets avec des papiers, des gadgets, voire du plastique. Là, on est en pratique qui augmente encore les émissions. Perception de l'impact sur l'environnement. Alors, on voit à travers cette étude que 70% des usagers se sont concernés par les enjeux de qualité de l'air sur la santé. Donc, c'est quelque chose qui commence un peu à prendre. Bonne conscience des habitants sur l'impact du brûlage sur l'environnement et la santé. 85% des usagers ont connaissance de la réglementation sur l'interdiction du brûlage. Il nous a un peu surpris, parce que c'est pas forcément, quand on échange avec des partenaires, c'est pas forcément ce qui ressort. Et on a assez régulièrement des particuliers qui découvrent cette interdiction du brûlage. Et 58% des interrogés estiment être suffisamment informés sur l'interdiction de cette pratique et les solutions alternatives. Donc, c'est bien, mais je dirais un peu de faire. On voit que sur les solutions alternatives, on a encore des marges de progrès malgré tout le travail de terrain qui est fait par les collectivités et les structures type. Ce qui est encourageant, c'est que plus de la moitié de ceux qui pratiquent le brûlage se disent prêts à changer de façon de faire. Donc, ça, voilà, le changement, c'est jouable. Et sous quelles conditions? Ce qui m'intéresse aussi dans le cadre de proposer des solutions un peu clés en main aux EPCI communes. Et donc, ça serait de mettre en place ou augmenter la fréquence de collecte des déchets verts en porte-à-porte, élargir les plages d'ouverture des déchetteries sur le territoire et pourquoi pas mettre en place un service de broyage à domicile par les collectivités. Donc, les collectivités organiseraient un tour avec des broyeurs pour que les particuliers puissent avoir broyer donc leurs déchets verts, notamment les déchets ligneux, et avoir une gestion à la parcelle, puisque derrière, elles peuvent récupérer le broyat pour alimenter le compost en ligneux ou pour faire du paillage au sol.
vous aurez là une pratique vraiment vertueuse de gestion du déchet à la parcelle. Voilà pour ma partie. Je vous remercie de votre attention.